Excellences, Messieurs le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités, Père, nos cœurs enseignés 61 années durant, nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait de raison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qui nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré dans ces tristes conjonctures un remarquable intérêt affectueux pour notre Père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités, de la réception de notre lettre ouverte au roi le 30 juin 2020 à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique, à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles. Vous avez allégé notre fardeau, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, ses mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte, et ses fraternels messages. Tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur. Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez lui accorder la couronne que vous lui avez préparée dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire, le nom de Patrice Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion
de la chose publique. Le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique? Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Lumumba incarnait tout cela, mais il a incarné plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force à l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus. Pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankuru, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national, le mouvement national congolais, MNC en cycle. Il devient le premier Premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible. Distingués invités, qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre société par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre. À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ceux qui... Bon, je vais m'arrêter par là. Vous pouvez aller chercher ces discours. C'est, je crois, Julienne Lumumba. C'est la fille de Lumumba lors de la remise de la dent de leur père par la Belgique, éventuellement le roi belge, descendant de Léopold II et tout l'ensemble. Et éventuellement le Premier ministre belge qui avait fait aussi un discours que d'ailleurs qu'on va vous faire jouer ici. Mais ce que nous retenons dans ces discours, c'est que déjà si vous constatez, cette fille de Lumumba, elle était tombée après, hein? Elle est tombée. Et ce sont des signes qui montrent que l'âme même, l'esprit même de Lumumba était là, et c'est un esprit qui n'a pas voulu de cette cérémonie, hein. Donc en réalité, moi je suis très convaincu que là où Lumumba se retrouvait, vaillant combattant qu'il était, qui ne pouvait pas accepter que ses enfants puissent s'humilier face à leur bourreau, comprenez ça, chers amis, hein? Face à leur bourreau, face au bourreau de leur père. Et quand déjà sa fille tombe devant le fameux roi belge qui pense ici nettoyer ses mains par rapport aux crimes odieux réalisés par les Belges, comprenez? Mais c'est une forte déception de la part de ses enfants en réalité, hein? Et si vous voyez même tout le cérémonial qu'ils ont réalisé autour, c'est-à-dire que l'affaire était médiatisée, ça passait en direct sur la chaîne nationale de la Belgique, sur leurs médias, quasiment partout. Mais c'est curieux, parce que quand déjà sa fille dit où est-ce qu'on t'a tué, on ne sait pas, qui t'a tué, on ne sait pas, tout ça c'est archi faux, parce que sa fille sait qui a tué le père. Qui était venu prendre Lumumba? Ce sont les Belges, parce que si vous voyez même dans les images, quand ils descendaient de l'avion, il n'y avait que les Blancs, hein, qui étaient alignés sur cet escalier-là, qui descendait, à la sortie de l'avion, Lumumba descendait les escaliers, il n'y avait que des Blancs, hein, je peux peut-être même encore compter tous les Blancs qui se retrouvaient en essayant simplement d'observer
l'image, hein, l'image qui est là. Nous avons mis ça sur, nous avons partagé ça sur notre mur Facebook. Donc vous voyez bien avec nous que il n'y avait que des blancs, donc il avait été bien tué par la Belgique. Et il s'agit de Léopold II, du roi Baudouin. Hein? C'est eux qui l'ont tué, c'est sous ses ordres. Donc Philippe, ici, le fameux roi belge Philippe, ici, ne peut pas venir simplement ignorer que c'est sa descendance, enfin ses ancêtres, qui ont décidé d'assassiner Lumumba. Et les enfants Lumumba ne peuvent pas ignorer ça ici. Hein? Pour plaire à qui? Comprenez ça, chers amis. Mais si déjà, quand vous voyez ces images, hein, par les images de Lumumba qui descend les marches de l'endroit qu'ils l'ont emmené vers le Katanga pour aller l'exécuter au final, vous comprenez ça? Et vous constatez avec nous que il n'y avait que des blancs là-bas sur cet escalier. Hein. Je vais simplement essayer de voir si je vais retrouver ça pour vite simplement compter le nombre de blancs qu'il y avait. Voilà, donc je vois déjà un blanc là-bas juste au niveau de la porte. Et puis un deuxième et un troisième à côté qui le tenait. Un autre derrière en képi militaire. Donc ils s'étaient entourés des blancs. Vous comprenez, je ne sais pas. Si vous pouvez bien voir cette image, comme vous le voyez, cette image, sur cette image. Hein? Voyez ça, chers amis. Hein? Il y avait des blancs partout. Tout ça, c'est des blancs. C'est des blancs, mes frères et sœurs. Regardez. Donc, on sait qu'il a été assassiné par les blancs, par les Belges qui l'ont assassiné. Vous comprenez? Et la cruauté dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu faire disparaître totalement Lumumba, hein, puisque ils ont même pris son cadavre, ils ont mis dans l'acide. Mais qui le dit? C'est le bourreau, hein, l'un des bourreaux envoyé par la Belgique, qui l'a dit. Donc je vais simplement essayer d'aller encore vous jouer si j'ai la chance de retrouver ça. Donc tout ça c'est connu par le biais des témoignages, des vidéos qui font le tour, qui existent. Voilà, donc j'ai retrouvé ça. Après l'exécution, l'homme qui était chargé de ça, le Belge, m'a appelé dans son bureau et il a dit, voilà, vous allez vous occuper de ça. Et je dis, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme-là qui m'expliquait ça, était lui-même, avait participé à tout ça pendant la nuit, avait proposé à Lumumba de faire ses prières avant de mourir, et Lumumba avait refusé. Donc cet homme était complètement... Et nous sommes retournés à la même place le lendemain matin. Ça se voyait, le massacre qui a eu lieu? C'est évident que ça se voyait. Il y avait même une main qui sortait de la terre. Un des morts. Eh ben, on a coupé les corps en morceaux. Enfin, ils ont été enterrés 2 fois. Hein? Mais alors, on les a coupés en morceaux, on les a brûlés. On avait aussi une énorme quantité de l'acide qu'on met dans les batteries. Qu'on met dans les batteries des voitures. Et dans ça, on a donc la plus grande partie des corps a été dissous. Oui. Et alors le reste, on a brûlé. Hein. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à 2, nous étions 2. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes, enlever les 3 corps de la terre, les couper en morceaux, les détruire, et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne, personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir, hein. Mais là, il doit venir avec 2 dents de moins devant. Vous constatez, quand il parle avec confidence, zéro inquiétude, il est en toute liberté, il témoigne aisément, il parle de l'histoire comme si Lumumba était un animal,
ils ont dépêché en fin de compte. Hein. Regardez simplement comment ils parlent avec beaucoup de sérieux, conscient, avec un ton moqueur, il est souriant, ainsi de suite, ainsi de suite. Comprenez ça, chers amis. Hein? C'est ce que vous allez constater. Il faut faire cette observation. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à deux, nous étions deux. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. Il dit, il y en a même qui croient qu'il va revenir, mais il va revenir avec 2 dents de moins. C'est un blanc, un Belge qui est en train de faire ce témoignage. Et ses enfants sont bien informés de ça. Et vous voyez la manière dont il rit, hein, il sourit. Et ses enfants se permettent d'aller blanchir, vouloir blanchir la Belgique et donner les remerciements au roi Philippe dont les anciens, ses parents, ont brèvement commandité, organisé, assassiné Lumumba et faire disparaître son cadavre dans l'acide. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein? Regardez ça. Donc ils ont enlevé les dents de l'homme pendant que l'homme était encore vivant. Donc ils ont arraché les dents sans anesthésie. Vous comprenez? Et ça, c'est la cruauté de ces gens-là. On est devant la pire espèce animale qui existe, qui se cache derrière la forme humaine. Ces prédateurs-là. Et ils ne le disent pas. On vous a toujours dit que le diable est dehors. Le diable est dehors. Le diable n'a plus peur de s'exprimer. Là, vous voyez encore des démons qui s'expriment ici. Zéro compassion. Hein? Je vais reprendre la partie là. Mais il fallait faire ça sans que les Noirs le voient. En pleine forêt. C'est aussi un problème, ça. Vous êtes là à deux, nous étions deux. Et on devait faire ça tous à nous-mêmes. Enlever les 3 corps de la terre. Les couper en morceaux, les détruire. Et tout ça ne pouvait être su de personne. Et c'était su de personne. Personne n'a su ça. Et il y en a même qui croient qu'il va revenir. Hein? Alors il doit venir avec 2 dents de moins devant. Il est très souriant. Et ce type-là est en toute liberté. Celui à qui on a donné la mission d'assassiner Lumumba, de dépicer le corps, hein, couper le corps en plusieurs morceaux, hein, d'abord enterrer, après ressortir le corps, brûler le corps et plonger le corps dans l'acide et faire disparaître complètement le contenu. Et il lui dit qu'il y en a qui croyaient qu'il allait mourir, mais qu'il allait revenir. Mais c'est que eux ne savaient pas. La parole elle est plus sacrée, elle est plus puissante que tout. L'idée ne meurt jamais. Vous comprenez? C'est comme nos propres frères et sœurs Congo qui croient que la Fédération Congo mourra. Mais vous êtes en train de vous tromper. Est-ce que vous comprenez? L'idée ne meurt jamais. Surtout quand cette idée est en train de... c'est une idée qui veut construire des questions d'intérêt général ou une cause commune. Surtout dans le contexte humanitaire, de protéger des individus, les protéger les terres, les ressources naturelles. Cette idée ne peut jamais mourir. Jamais dans l'humanité. Les idées pareilles vont mourir. On l'a vu aujourd'hui. Le Martin Luther King. Oui, le corps n'existe plus. Mais ce grand mouvement, ces grandes idées sont là. Le combat continue. Et il faut dire à ces blancs cruels, vous n'allez jamais aussi réussir à nous finir. C'est totalement impossible.
Parce que nous avons été les premiers à vivre sur Terre. Est-ce que vous comprenez? Donc des enfants Lumumba veulent blanchir les bourreaux de leur père. Certainement ils ont pensé à des compensations. Et vous avez vu, hein, ce roi belge qui s'est vite précipité aller à Kinshasa, là où ses ancêtres ont coupé les gens les bras, des millions et des millions de gens qui sont devenus des manchots, ceux qui n'ont pas de bras, vous voyez. Et ils veulent camoufler tout ça derrière l'arrivée d'un homme. Donc vous avez pris quelqu'un en toute entièreté et ils veulent nous faire avaler cette pilule-là, la dépouille. Ils sont même incapables de dire la dent, mais même là encore cette dent a-t-elle été authentifiée par des médecins légistes de la République démocratique du Congo à travers un test d'ADN de ces enfants. Je parle ici d'autres enfants, je ne parle pas de ces 3 enfants qui ont participé à ce complot, à ce déshonneur de l'Afrique en toute entièreté, en allant à la table du diable, du démon, en voulant tourner la page aux véritables criminels, sans procès. Comprenez ça? Sans procès. Ces gens-là veulent aller sur un truc sans procès pour camoufler le crime des Blancs de la Belgique. Les Belges, les responsabilités sont connues. Quelque part, même si leur Premier ministre a avoué le crime, mais on connaît les paroles de ces gens-là. Mais quand il y a crime, vous devez accepter qu'il doit y avoir des coupables. Et les coupables doivent aller en prison. S'il y a des récompenses à donner par rapport à ça, mais les récompenses ne vont pas toujours remplacer la personne ou l'individu. Donc il faut qu'il y ait quand même une punition quelque part. Ceux qui ont commis les responsabilités, les descendants, ceux qui ont bénéficié de tout ça. Apparemment, on nous dit que il y a un individu qui est toujours en vie. C'est certainement ce monsieur-là qui témoigne qui est toujours en vie. Mais là, le roi de Belgique veut camoufler son crime. Philippot veut camoufler son crime. Il est rentré donc en collision avec Tshisekedi Félix Tshilombo. Comprenez? On va donc aller simplement, avant qu'on attaque la partie sur Félix Tshisekedi Tshilombo, on va donc simplement essayer de vous faire jouer ce que le Premier ministre belge a reconnu. Il le reconnaît, mais ça ne suffit pas. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Hypocrisie des Blancs, vous voyez leur hypocrisie. Ils n'ont pas honte quand ils font leur hypocrisie. Mais même vous voyez dans sa parole quand il parle, zéro compassion. C'est juste, bon, il faut effacer le tableau et puis on passe à d'autres choses. C'est des nègres de toutes les façons. On va embrouiller les enfants. C'est incroyable. Comprenez? Moi, je suis très furieux envers les enfants de Lumumba. Parce que, et c'est surtout encore, la manière dont il veut vouloir nous vendre une dent non authentifiée au cadavre en toute entièreté. On nous parle de la dépouille. De la dépouille. Et vous voyez dans tous leurs médias, la dépouille, partout où passer, la dépouille. Mais auprès de nos enfants à nous, qui ne connaissent pas l'histoire, quand ils vont entendre ça, ils croiront que c'est... Parce que chez nous, quand on parle de la dépouille, c'est l'entièreté. C'est pas une... Ils n'osent même pas dire la dent. Ils ne veulent pas prononcer ça. Parce que tous les médias sont calibrés à faire véhiculer le message de la propagande. Question de pouvoir protéger les crimes des Blancs, des Belges ici, dans le cas. C'est la même chose avec les Américains, les Français, bref, comprenez ça, c'est la même chose. La manière dont ils ont voulu nous vendre ça,
et même ses enfants. C'est là où moi je leur condamne. Et ils sont en train de tout faire. On ne dit pas tous les enfants. Il n'y a que les trois là, qui veulent vouloir blanchir le bourreau de leur père. Et essayer de vite faire passer l'éponge. Ils nous parlent de la dépouille. Si vous suivez ces discours-là avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup plus d'observation, vous allez voir, c'est une forme de moquerie en réalité. On comprend ça, chers amis, hein? Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Vous voyez ça, ce qu'ils sont en train de dire? La dépouille a été conservée pendant plus de 6 décennies par les Belges. La dépouille, ils parlent de la dépouille. C'est comme si c'est tout le cadavre, tout le corps. On nous parle d'une dent. Qui vous dit que cette dent-là était la dent de Lumumba? Est-ce que ces 3 enfants-là peuvent dire qu'il y a eu des médecins légistes qui ont fait tout ce qui est possible, test d'ADN pour reconfirmer, confirmer à la puissance exponentielle pour nous dire c'est bien la dent de Lumumba? Mais est-ce qu'une dent peut être considérée comme la dépouille? Comme une dépouille? Parce que quand vous voyez le dictionnaire ne vous dit pas que la dépouille c'est une dent. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Si vous pouvez peut-être nous dire le reste mortuaire de Lumumba, ou une partie, soyez précis, ils sont en train d'utiliser la langue française, c'est leur langue. Donc ils connaissent bien cette langue-là. Quand vous dites la dépouille, vous êtes en train de camoufler rien, et tout ça. Donc vous êtes en train de nous dire aussi que vous avez confisqué l'ensemble du cadavre de Lumumba pendant plus de 6 décennies. Ou est-ce que vous entendez le langage? La dépouille. On continue. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Bon, ça vous avez entendu, hein, ça c'était le Premier ministre belge qui l'a dit. Donc ils reconnaissent le crime, hein, d'une manière claire. Mais personne n'est parti en prison, comprenez? Et c'est vraiment triste. Mais moi, je vois ça dans un autre angle. Moi, je vois ça, le complot de Tshisekedi Félix Tshilombo et du roi Philippe de la Belgique. C'est le complot de ces 2 individus. L'un descendant de Baudouin, descendant de Léopold II, auteur de tous les crimes, donc dans la ligne directe du sang, hein, ceux qui tiennent même le sang de Lumumba, le sang du crime. Et aussi Félix Tshilombo, par le biais de son père, Tshisekedi Étienne, qui a participé à ce crime d'assassinat de Lumumba. Donc vous avez là 2 individus qui cherchent à essayer de vite régler cette affaire pour essayer de blanchir leur père ou leurs ancêtres. Est-ce que vous comprenez? C'est cela. Vous vous souvenez de la lettre de Étienne Tshisekedi, Léopoldville, le 23 décembre 1960. Une correspondance. On a mis ça sur notre mur Facebook, allez-y dire. C'est une lettre authentique, hein? Authentique. République du Congo, cabinet du ministre, je ne sais pas, de la justice. C'est un peu flou là, à cet endroit. C'est la correspondance 399 bar
TSH, donc Etienne Tshisekedi, bar ME, bar CAB. Hein, il était le cabinet, je ne sais pas dans le cabinet de qui, le moment je ne sais pas. Et il a adressé cette correspondance à Sa Majesté l'Empereur du Sud, je ne sais pas si c'est Kasaï ou Koni, hein, Koni, le Moulempoué, hein, à Bakwanga, hein, il a adressé ça. Et je crois que ça c'était certainement une autorité belge à cette époque. Il disait ceci: je présente mes révérences renouvellement à votre Sa Majesté. Maintenant que le crapaud, entre parenthèses, je dis maintenant que le crapaud, entre parenthèses, Lumumba, a été maîtrisé, toute l'action de notre équipe reste concentrée sur le sort à réserver à ses anciens collaborateurs pour empêcher la pérennisation de son œuvre de destruction. Vous comprenez? C'est très important. Et ça, c'est Etienne Tshisekedi, le papa de Félix. Donc le père était traître depuis très longtemps. Et là, vous avez le fils qui est aussi un traître pour, pour le Zaïre, la République démocratique du Congo. Je continue. Très prochainement, le gouvernement de Sa Majesté sera en possession des principaux lieutenants du crapaud, dont Elengue Sapierre, Finon Jean-Pierre, Nzuzi Emmanuel, Muzungi Christophe, Mbouy Joseph, au fin de leur faire subir un châtiment exemplaire. C'est de cette manière que nous serons utiles à la cause que vous défendez. Je présente l'hommage à mon profond respect à votre Sa Majesté. Le commissaire général adjoint de la Junction, ça se voit pas trop bien, et le signé Etienne Tshisekedi. Donc la correspondance est là. Ça est là sur notre mur Facebook. Si vous voyez un truc comme ça, sur le lien en jaune, vous allez donc aller lire. Donc ils ont comploté. Il a donné son aval. Il était pour qu'on puisse assassiner son compatriote parce qu'il le dit d'une manière claire. Je présente mes révérences renouvelées. Je présente mes révérences renouvelées à votre Sa Majesté. Maintenant que le crapaud, entre parenthèses, Lumumba, a été maîtrisé, toute l'action de notre équipe reste concentrée sur le sort à réserver à ses principaux collaborateurs pour empêcher la pérennisation de son œuvre de destruction. Donc l'œuvre de Lumumba était une œuvre de destruction d'après lui. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc vous avez ici Tshisekedi Félix, dont le père a participé à l'assassinat, au démembrement, la disparition du cadavre de Lumumba, rentre en collision avec l'acolyte que nous appelons ici le roi Philippe de Belgique, et ces deux organisent un camouflage dans le contexte de la corruption, certainement auprès des 3 enfants de Lumumba. Il faut dire qu'il y a un certain Guy Lumumba qui est contre ce qu'ils ont fait. Comprenez? Donc il y a un désaccord même au sein même des enfants de Lumumba. Des enfants qui ont vendu l'œuvre de leur père pour de l'argent. Incroyable. Vous croyez que le caractère dynamique, résistant qu'avait leur père, vous voyez même que même le bourreau dit, on lui a demandé de prier, il dit non, ça ne sert à rien de prier, il a refusé. Vous comprenez? Et ça, c'est comme un peu dans l'entité Congo avec c'est dans le pont de Monion, où les enfants vénèrent le bourreau de leur père. C'est la corruption par le biais de l'argent. Il a récupéré tous les enfants. Voilà pourquoi ils veulent vous tripatouiller une forme d'élection dans leur république unite indivisible de l'entité Congo avec c'est. Si vous voyez dans les élections qu'ils sont en train de préparer, c'est tous les enfants de ces gens-là qui sont là. Donc c'est-à-dire que tous ces jeunes que vous connaissez, hein, qui ont échoué, nombreux ont été avec nous
dans les écoles, à Brazzaville là-bas, Mafwa Virgile, comment on appelle, Nganga Edouard, Fraternité, Libération. Hein. Vous voyez toute cette classe de tous ces enfants qui ont été des enfants à papa, ils ont brillamment échoué. Ils étaient les plus médiocres, les plus idiots. Ils étaient des voleurs organisés parce qu'ils avaient, leur père avait la possibilité de voler l'argent de l'entité Congo avec eux. Donc les enfants aussi avaient leur technique pour mettre leurs mains sales dans les caisses de leur papa. Donc le père a volé, l'enfant vient voler, et l'enfant joue au show dans les écoles. Hein. C'était des petits gens qui étaient dans des petits groupes de banditisme, voilà, comprenez. Et ce sont ces enfants-là. Ils ont obtenu soit le BMG par le biais de la corruption, les achats des diplômes, ça nous connaissons, la fraude, et certains ont eu le bac, certains n'ont jamais vraiment percé dans le domaine éducatif. Là, maintenant, ce sont ces gens-là qui sont maintenant en train de vouloir propulser pour remplacer la classe de leur père. Souvenez-vous que le frère Gervais Birangui, Mfumu Birangui, vous a dit que dans les propositions que Nsati Mabiala était venu leur faire à l'époque, hein, c'était de leur ramener au sein de l'UPADES, et parce qu'il y avait une promesse pour 2022. Apparemment, tous les médiocres, leurs vieux, vont se retirer dans les coins pour essayer d'encadrer leurs enfants dans la médiocrité et qui continuent de vous gouverner. C'est ça la réalité. Donc tous ces enfants-là, vous voyez, ils sont en train de voir les affiches de l'entité Congo avec tous les médiocres, les plus idiots, hein, toute cette génération, c'est eux qui sont en train de vous pousser comme vos prochains députés pour aller légitimer la vente des terres Congo. Et ce sont ces enfants-là qui sont allés au bas. Ils sont allés au pied du bourreau de leur père, les Kolela, les Tister. Bref, vous pouvez extendre les, comment on appelle, les débats, les Massamba débats. Comprenez? Le cadavre de Lumumba a été brûlé, coupé en morceaux, plongé dans l'acide. Voilà les enfants qui courent auprès du bourreau de leur père pour dire oui, cette fois-ci ils vont accorder beaucoup de considération. Oui, ils sont choqués, comprenez. Massamba Deba, Alphonse Massamba Deba, fils Congo, dans le cadavre aujourd'hui, porté disparu. Mais les enfants sont toujours au pied du bourreau de leur père. Mais il faut dire à tous ces enfants que nous avons vus, de tous ces médiocres qui étaient les plus cons à l'école, qui ne savaient ni lire ni écrire, qui étaient dans le grand français sans pourtant savoir l'écrire, qui veulent propulser dans la politique, nous vous buterons tous, sans état d'âme, on tient à vous le dire. On va vous buter d'une drôle de manière. C'est-à-dire que la manière quand on va vous faire ça, mais que fouaber de la manière à Imbi, hein, on entend de vous le dire. Donc les médiocres veulent remplacer leur père, et leurs pères vont mourir dans la quiétude, dans la paix, dans la tranquillité. Et voilà pourquoi je vois certains frères et sœurs commencent à désister, commencent à dire non, on va aller au pays. J'ai même entendu des audios là-bas d'un grand que moi je respectais, mais j'ai pas envie de citer son nom ici. Il dit non, il n'y aura plus des armes là-bas. Il nous dit à nous de ne pas emmener les armes pour aller sauvegarder notre peuple. Mais qui a les armes? Mais nous pensons que ce discours-là, il fallait que tu le dises aux Moshi qui sont en train de préparer leurs enfants par les biais des armes. Tu t'adresses à nous? Nous voulons simplement protéger les territoires que nos ancêtres nous ont légués, protéger notre peuple, protéger les ressources naturelles et donner le minimum à notre peuple. Et pour cela, nous devons donc mettre en place une armée typiquement Congo, une véritable force militaire pour protéger l'ensemble de notre territoire. C'est tout ce que nous voulons. Vous comprenez ça, chers amis? Maintenant, s'ils veulent la guerre, on ira à cette guerre. Et même les terres du Nord, nous tenons à leur dire, ne leur appartiennent pas. Et nous irons jusqu'à aller chercher les terres du Nord. Ils doivent donc désormais aller vivre, chercher d'autres pays. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à tous nos frères et sœurs qui sont réticents. On vous dit, vous êtes obligés de faire l'allégeance à la Fédération Congo. Et je dis bien, je le répète, vous êtes obligés de faire l'allégeance à la Fédération Congo. Parce que c'est le chemin de survie des peuples Congo.
Et on n'a pas besoin de débrasistes dans la Fédération Congo. Donc quand vous allez venir faire cette allégeance, vous venez avec un seul cœur. Mais si vous venez dans le complot avec l'ennemi, on n'a pas de choix. C'est de vous buter. Voilà la position. Et ça, il faut que ça rentre dans vos têtes. Comprenez? Donc, c'est cela la réalité, mes frères et sœurs. Hein? Et on va terminer donc par là. Mais que voulait donc Lumumba, la vision de Lumumba? On va donc vous le faire écouter. Qui est donc Lumumba? C'était quoi sa vision? Donc, écoutez donc la vision de Lumumba. Que voulait Lumumba? Que voulait Lumumba? Hein? Je suis originaire de la province du Kasaï, que vous connaissez certainement. Et je suis président d'un parti politique, le Mouvement national congolais, qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis Premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national populaire qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise, et nous luttons pour un idéal qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale. Êtes-vous communiste, M. Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique, parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation, c'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays. Et pour la mise en valeur du pays, nous comptons également sur le concours des autres puissances de la Suisse, de la France, de la Belgique. Le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons compter sur le concours, la collaboration des autres, et tout en faisant un effort nous-mêmes sur place, nous pouvons faire du Congo dans 5 ans, dans quelques années, une puissance, une nation prospère et stable. Que voulait Lumumba? Lumumba vous disait ceci. Il voulait l'unité nationale, l'unité du Zaïre. Hein? Congo à cette époque. Un Congo falsifié avec C. Mais c'est Congo avec un K. Comprenez? Et il voulait un gouvernement central. Comprenez? Un gouvernement central. Mais c'est quoi le gouvernement central? Et il dit, il voulait aussi que les provinces soient totalement indépendantes administrativement et pour mener à bien leurs affaires économiques. Mais ça signifie quoi? Ça signifie le fédéralisme. Comprenez? Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs du Zaïre? Lumumba voulait quoi? Le fédéralisme de votre pays. Oui, un gouvernement central pour coordonner la sécurité nationale, coordonner la diplomatie,
Comprenez? Coordonner les relations avec d'autres pays et coordonner les relations avec les provinces. Mais il voulait que les provinces soient totalement indépendantes administrativement pour mener à bien l'économie de vos provinces. C'est le fédéralisme, c'est ça la vision. Comprenez? Le gouvernement fédéral, vous pouvez voir des exemples. Prenez le gouvernement fédéral du Canada. Chaque province a son gouvernement. Et il y a un gouvernement central qui est le gouvernement fédéral qui est coordonné aujourd'hui par Justin Trudeau. Et chaque province ici gère son éducation, la police, la santé, les eaux, les mairies et tout ça. Comprenez? L'éducation, c'est la charge de la province. La police, c'est la charge des villes. L'eau, c'est la charge de ville. L'électricité, parfois, c'est la charge de ville ou la charge de la province. Donc, on disparte les rôles et on travaille en synergie avec le gouvernement central qui est le gouvernement fédéral. Ça, c'est la vision de Emery Patrice Lumumba. Pour faire décoller votre pays aussi grand comme le Grand Zaïre, il faut un gouvernement fédéral, il faut le fédéralisme démocratique. Vous comprenez ça? Lumumba était un visionnaire, il avait vu ça de très loin. Comme vous êtes incapable d'aller dans le fédéralisme, vous avez un Tshilombo aujourd'hui qui est en combine avec le Rwanda pour vous prendre une partie du territoire. C'est cela, les gars. Aujourd'hui, Kamere a été acquitté, mais c'est le deal de 2023 qui arrive. Tshisekedi a montré toutes ses limites. Donc c'est Kamere qui va prendre les contrôles selon leur accord de Nairobi au Kenya. On va revenir sur ça dans la soirée. Ça c'est un direct spécifique. Ici nous sommes sur la vision de Emery Patrice Lumumba. Qui est, moi j'ai toujours dit, Lumumba c'est mon ancêtre. Pourquoi Lumumba c'est mon ancêtre? Parce que le cerveau penseur derrière Emery Patrice Lumumba, c'était Jean-Félix Tikaya, le fils Congo, de Luango, dans l'axe Luango-Ludima Kinkala. Moi je suis descendant de Mikaya Pongi, dans l'axe ancestral Luango-Ludima Kinkala. Donc les visions, la vision de Lumumba, ça a été dicté par Jean-Félix Tikaya, celui-là qui réclamait déjà les terres ancestrales aux Français blancs au niveau de l'Assemblée de la 4e et la 5e République en France. Donc c'est Pompidou chez Hitler. Comprenez? Donc Lumumba vous a donné, en 3 minutes, il vous a décrit sa vision. Je peux même dire en 1 minute, il vous a décrit la vision. C'est qu'il voyait faire et donner la puissance économique même au Grand Zaïre. Donc la puissance économique en Afrique centrale, la puissance économique de la sous-région. Le Zaïre demeure le moteur. Est-ce que vous comprenez ça, frères zaïrois? Hein? Vous comprenez ça? Mais vous ne pouvez jamais aller retrouver cette vision tant que vous avez des pantins, des gens qui n'ont aucune vision. Les sujets du roi belge, Tshisekedi Félix est un Belge. Est-ce que vous comprenez? Son père a participé au coup pour tuer les grandes idées de développement de votre pays. Tshisekedi Étienne a comploté pour tuer physiquement Lumumba, donc faire disparaître ses lieutenants et sa vision. Il le disait dans sa correspondance. Donc vous maintenir dans la balkanisation, dans le goulot d'étranglement dans lequel ils vous tiennent. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs du Zaïre? La vision de Lumumba, c'est un gouvernement central. Et le gouvernement central, ça coordonne l'unité de votre pays pour donner la puissance et la force. C'est le fédéralisme démocratique. Chaque province doit avoir une autonomie administrative, une autonomie économique. Donc, un gouvernement provincial qui travaille en synergie avec le gouvernement central pour emmener à bien les activités de votre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire chez nous dans la Fédération Congo. On s'est écarté des bidons, des mbossis, des vauriens, des bandits, des criminels, des assassins, des voleurs. Ceux-là qui veulent même récupérer les terres ancestrales. Et ça, c'est un danger. Nous, on a dit, il faut qu'on aille dans le fédéralisme pour sauvegarder notre peuple. Mais vous voyez tout de suite, ils ont augmenté le complot. Ils vont en chercher. Les ennemis du Zaïre deviennent aussi nos ennemis. Le Rwanda. Kagame est un grand criminel. On va revenir sur ça dans la soirée, dans la suite logique
de notre parole. Voilà un peu ce que je tenais à dire. C'est très malheureux de voir que les enfants continuent à adorer le bourreau de leur père. Le Lumumba ne pourra jamais être un sujet du roi de Belgique. Tshisekedi Félix est un sujet. Il participe avec son maître pour essayer de blanchir le crime de son père Étienne Tshisekedi et du roi Baudouin ou les descendants de Léopold II. Et donc là, Philippe camoufle le crime pour essayer de vous donner une dent et dont on nous fait miroiter comme la dépouille. Attention, à bon entendeur, salut, la lutte continue. Et nous demandons à dire que tous ces enfants-là qui trahissent leur père, c'est des enfants maudits de génération en génération. Et le moment l'a montré quand sa fille est tombée pendant les cérémonies, devant le fameux roi Philippe. La fille est tombée, et ça c'est l'esprit du père qui était là, qui disait Nge, Katukakuna, double batte. Allez, mes amis, on se voit ce soir. Suivez le guide, comme on dit, Lumumba dit, le fédéralisme demeure l'unique façon pour contrôler nos économies. Hein? Le fédéralisme, parce que là le pouvoir est entre les peuples, entre la région. On voit qui fait quoi. On travaille en synergie pour que nous avançons, pour qu'on avance la région ou l'État ou la province. Et la Fédération Congo demeure l'objectif, demeure l'unique façon, demeure le chemin. On vous le dit, vous pouvez tuer le corps humain, mais jamais vous pouvez tuer l'idée. Ils ont cru faire disparaître Lumumba dans l'acide, mais le nom de Lumumba a réjailli au monde entier. Quand Dieu a mis sa main sur quelqu'un, jamais le nom de cette personne ne peut s'éteindre. C'est une élévation spirituelle que les Blancs ne comprendront jamais. Et là, les voilà eux-mêmes commencent à venir vite, de nous sortir une dent, de nous dérouler tous les médias, leurs médias, pour parler du nom encore de Lumumba. Comprenez la puissance spirituelle des gens. On n'est pas tous nés de la même façon. Il y a des corps qu'on ne touche jamais. Il y a des esprits qu'on ne touche jamais. Et ce n'est que ceux qui ont le Kundalini totalement ouvert qui pourront comprendre ce que je suis en train de dire. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine mes chers amis. Au revoir. Dans le cadre de l'Union française, que préconisait De Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va demander à chaque pays ou au groupe de pays d'être représentés à l'Assemblée nationale française. En 1946, donc au sortir de la guerre, la France propose donc à ses colonies de se gérer, enfin, d'avoir la possibilité d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale. Le système du double collège va être le compromis politique trouvé pour le début d'ouverture de droits politiques dans les colonies, c'est-à-dire un premier collège réservé aux Européens, un deuxième collège pour les Africains. Et la cartographie fait qu'on a une surreprésentation des intérêts coloniaux par rapport aux populations africaines. Les quotas qu'on avait accordés à l'Afrique noire, c'était 85 députés répartis. Et au début, le Gabon et le Moyen-Congo n'avaient qu'un seul député, c'était Kaya. Les autres qui avaient... Parce qu'il fallait atteindre le chiffre au moins des millions. Or, ici, il n'y avait pas 1 million. Au Gabon, s'il n'y a pas 1 million, on a dit, bon, vous avez seul député. Premier discours de Jean-Félix Tshikaya à l'Assemblée nationale. Il dure que quelques secondes. Il ne dure que quelques secondes. À l'Assemblée nationale, il est là dans toutes les archives. Les députés se succèdent avant lui, ceux du premier collège. Les blancs pour aller vite, ceux qui ne sont pas colonisés. C'est pas un regard racial ou raciste, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ils font l'éloge de la République, ils font l'éloge de la liberté. Devant des colonisés qui écoutent avec une attention particulière l'éloge de toutes ces valeurs. Mais ils sont assis tous ensemble, dans un endroit dit, mais où ça? Dans l'hémicycle, dans statut deuxième collège, colonisé, vu comme indigène, ceci et cela. Monsieur Félix Tshikaya, Jean, à vous la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Messieurs les députés, rendez-nous nos terres et on croira à tout le reste. Monsieur le Président, messieurs les députés, et il descendit du perchoir. Rendez-nous nos terres et on croira à tout le reste. Et là-bas, ils vont discuter et ils vont se parenter, Kaya. Par ses idées, il va s'apparenter au Parti communiste français. Et donc c'est une autorisation pour que la vie politique en Afrique même puisse enfin se mettre en place. Et donc on va sortir des associations, des amicales, des groupes d'études qui étaient liés aux différents partis politiques, aux communistes et autres, pour mettre en place en Afrique de l'Ouest les premiers partis politiques classiques. Et c'est dans ces logiques-là notamment que on va voir apparaître donc le PDCI pour la Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, l'Union soudanaise au niveau notamment au niveau du Mali avec Modibo Keïta, le Parti démocratique de Guinée avec Sékou Touré, donc des partis politiques dans chacun des territoires. Le statut du Parti communiste congolais avait été déposé. Le secrétaire, je l'ai déjà dit, c'est Yves Marcos. C'est le trésorier, c'est Lunda. Et avec les événements qui vont se passer en Côte d'Ivoire, l'arrestation de Zormitra et il est encore vivant, celui du Niger là, Bakary Zibo. Bon, a fait que, avec des répercussions ici, et ces répercussions ont fait que au Pango et Tchekaya qui avait été le fondateur du Parti communiste congolais ici, Tchekaya qui avait été le fondateur du Parti communiste congolais ici, Tchekaya qui avait été le fondateur du Parti communiste congolais ici, Tchekaya qui avait été le fondateur du Parti communiste congolais ici, Tchekaya qui avait été le fondateur du Parti communiste congolais ici, se sont scindés en deux. Le nombre de sièges de députés ne permet pas la coexistence de trop de personnalités politiques. Et c'est ça l'une des grandes astuces électorales coloniales, c'est par le jeu du double collège et la limitation des sièges, de provoquer des compétitions entre challengers, candidats pour le siège de député. Et Tchekaya surdomine la vie politique des années 40. Tchekaya, au contraire, va structurer le PPC, qui est la branche congolaise du RDA, et il va la structurer, c'est certainement ça sa force, notamment autour des bassins urbains de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et la grande force qu'il va avoir sociologique par rapport à Opango, c'est d'avoir très très vite la capitalisation des mouvements syndicalistes à son profit. Le RDA va concentrer ses attaques légales, c'est-à-dire dans le cadre de la 4ème République, sur l'abolition du travail forcé. C'est la loi connue sous le nom de loi Houphouët-Boigny. Et en réalité, la loi Houphouët-Boigny de 1946, qui abolit le code de l'indigénat et donc le travail forcé, qui est la loi fondatrice du RDA, est en grande partie inspirée, rédigée par Jean-Félix Tchekaya, qui a précisément à l'esprit l'expérience du CFCO et l'expérience des grandes concessions en AEF. Et en réalité, la loi Houphouët-Boigny de 1946, qui abolit le code de l'indigénat et donc le travail forcé, qui est la loi fondatrice du RDA, est en grande partie inspirée, rédigée par Jean-Félix Tchekaya, qui a précisément à l'esprit l'expérience du CFCO et l'expérience des grandes concessions en AEF.